Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, le développement au cœur des préoccupations africaines lors de la 69e Assemblée générale des Nations unies à New York. Des valeurs particulièrement défendues par le président sud-africain Jacob Zuma. Le Maroc et le Gabon poursuivent leur coopération économique. 80 opérateurs marocains spécialisés dans le domaine de l'énergie se sont installés au Gabon dans le cadre de l'opération Action Lumière. Et puis zoom sur l'opération Stop Ebola menée en Guinée, une initiative gouvernementale qui vise à former 2100 jeunes à la prévention et à la sensibilisation de la fièvre hémorragique. 33 villes guinéennes sont concernées. Les chefs d'État africains se succèdent à la tribune des Nations Unies à New York. La 69e Assemblée générale a débuté depuis mercredi aux États-Unis. Les présidents tchadiens et sud-africains s'y sont exprimés et ont exhorté les pays du continent à poursuivre leurs efforts en matière de développement. Yohan Djameta. La 69e session de l'Assemblée générale de l'ONU s'est ouverte ce mercredi 24 septembre à New York. Le président tchadien Idriss Déby s'est adressé aux dirigeants africains et internationaux présents dans l'hémicycle des Nations Unies. Il a tenu à revenir sur l'importance des objectifs du millénaire pour le développement, un ambitieux programme proposé par l'ONU qui comporte 8 points visant à lutter contre les maux qui entravent le bon développement des États. L'élaboration unanimement saluée d'un agenda pour l'après 2015 nous a donné l'occasion de revisiter en profondeur les OMD en y apportant des réponses appropriées. L'Afrique, pour sa part, a adopté une position commune qui requiert l'adhésion de tous les États et ses partenaires. Cette position commune africaine s'inscrit dans la vision de 2063 de l'Afrique. C'est pourquoi le Tchad, mon pays, y apporte son total soutien et souhaite que cette approche puisse figurer en bonne place dans l'agenda post-2015. Un constat partagé par le président sud-africain Jacob Zuma qui appelle à une véritable impulsion sur un continent encore en marge des pays développés. In spite of the progress that we have made thus far, en dépit des progrès que nous avons réalisés à ce jour, les rapports continuent de montrer que l'Afrique est à la traîne en termes de réalisation de certains des objectifs du millénaire pour le développement. C'est à juste titre que nous apprécions la mise en place de l'agenda du développement post-2015, qui sera la continuité du travail encore inachevé dans la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. L'agenda du développement post-2015 fournira un cadre de référence pour notre accord collectif sur ce qui doit être fait. Nous réaffirmons que les pays développés devraient être des partenaires fiables et respecter leur engagement quant aux objectifs de développement, comme la contribution de 0,7% de leur revenu national brut à l'aide publique au développement. Alors que l'échéance des objectifs du millénaire pour le développement approche, l'agenda post-2015 permettra de faire perdurer les efforts accomplis jusqu'à aujourd'hui. Le président kényan a également délivré son discours à New York. À l'heure où le virus Ebola décime l'Afrique de l'Ouest, le président Uhuru Kenyatta a rappelé que la lutte contre les pandémies doit devenir une priorité. Autre préoccupation, le programme du plan de développement de l'après-2015. Ibrahima Djindjaï. Dans sa quête pour l'émergence économique, les efforts des États africains et de leurs partenaires économiques butent sur plusieurs obstacles qui ont pour nom instabilité socio-politique ou comme actuellement l'épidémie d'Ebola. À la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le président kényan Uhuru Kenyatta a insisté sur l'importance pour l'Afrique de mieux réagir face aux crises qui menacent les États directement. La crise d'Ebola fait ressortir le fait qu'il est urgent de bâtir des États forts capables de gérer les crises et de répondre aux urgences. La faiblesse de l'État dans plusieurs pays est liée à certaines pratiques qui ont affaibli les États. Nous devons créer des États forts qui peuvent réagir aux coups durs du futur. Pour le président kényan Uhuru Kenyatta, le modèle de développement de ces 5 dernières années est devenu obsolète. Ce modèle dépassé est défini par des relations commerciales négatives, des régimes de gouvernance globaux paternalistes.
Le Kenya, qui fait face depuis plusieurs années aux attentats de Al-Shabaab, exhorte la communauté internationale à apporter des réponses universelles capables de résoudre les maux qui touchent le monde, quel que soit le pays. Des objectifs qui doivent être la quintessence du plan de développement de l'après 2015. Le nouveau programme de développement mondial doit traiter de l'ensemble des défis sociaux, économiques, environnementaux auxquels le monde est confronté en ce XXIe siècle. Les questions de développement économique doivent accompagner les défis traditionnels que sont la maladie, la faim et l'inégalité au sein des nations. Ce nouveau programme doit donc être universel et complet. Il doit être utile à toutes les nations pour pouvoir avoir un impact transformateur. Au Kenya, nous nous rendons compte cependant qu'il y a un certain nombre d'obstacles qui sont sur la voie de réalisation de ce nouveau plan de développement. Les plus immédiats sont le terrorisme et l'extrémisme violent. Les conflits qui secouent la Libye, la Centrafrique ou récemment la crise dans le nord du Mali sont pour le président Uhuru Kenyatta des obstacles qui freinent ou retardent le développement économique du continent. La fragilité de la Corne de l'Afrique, notamment en Somalie, où les soldats kenyans luttent du côté de l'Union africaine pour le retour définitif de la paix, est également une préoccupation pour le chef de l'État kényan. L'armée nigériane s'aligne sur la position camerounaise et déclare à son tour le chef de Boko Haram comme mort. Aboubakar Sheko avait entre autres commandité l'enlèvement de 200 lycéennes au mois d'avril, dont on est toujours sans nouvelles. Aucune circonstance n'a été révélée sur la mort du leader, mais la prudence est de mise. Par 2 fois, le décès du terroriste avait été annoncé et à chaque fois, des vidéos ont été publiées où il promettait de récidiver. Écoutons l'analyse du géopolitologue Samuel Ngembok. C'est une bonne nouvelle dans la mesure où cela va permettre d'alimenter le moral des troupes, parce qu'il est important d'enregistrer des victoires militaires sur l'ennemi. Mais deuxièmement, il faut également accueillir cette bonne nouvelle parce que d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire du Nigeria au Cameroun, il y a des victoires qui sont enregistrées. Cela peut encourager le renforcement de la mutualisation des moyens, de l'interopérabilité des forces dans la lutte contre Boko Haram. Mais en revanche, il faut prendre cette bonne nouvelle avec beaucoup de prudence. Il ne faut pas se lancer dans un optimisme béat. Parce que se lancer dans un optimisme béat, c'est sous-estimer la capacité de fragmentation des mouvements terroristes. Ce sont des professionnels du terrorisme. Et donc, ils ont fait de cette activité toute une profession. Donc, la capacité de fragmentation des mouvements terroristes, généralement, ne se fait pas de façon désordonnée. L'actualité économique, c'est la coopération entre le Maroc et le Gabon. Les deux pays collaborent déjà sur le plan de l'emploi par le biais de forums bilatéraux. De nouveaux partenariats tentent à simplifier les échanges dans le secteur de l'électricité et des énergies renouvelables. Ils ont été ratifiés à Libreville. Fanny Mounichi nous en dit plus. Après le Burkina Faso, quelques 80 opérateurs économiques marocains ont posé leurs valises au Gabon. Cette caravane dénommée Action Lumière est organisée conjointement par Maroc Export et la Fédération nationale de l'électricité, de l'électronique et des énergies renouvelables, la FENELEC. À travers cette mission, le royaume chérifien ambitionne de devenir la tête de proue de la coopération Sud-Sud. Nous sommes là aujourd'hui pour faire venir plus de PME marocaines dans le secteur électrique au Gabon et encourager le concept du partenariat Sud-Sud basé sur le partage, l'expertise et l'optimisation des chaînes de valeur. 250 hommes d'affaires des deux pays étaient présents à ce forum sectoriel. La rencontre a débouché sur la signature de 2 accords d'une durée de 3 ans. Le premier accord entre le groupement des entreprises et des travaux d'eau et d'électricité du Gabon, la FENELEC. Le second entre le Maroc Export et la Chambre de commerce du Gabon. Il est clair que le rôle d'une institution est celui d'être un outil pour promouvoir les investissements des acteurs économiques. Dans notre cadre actuel, cela nous invite à créer des voies d'échange et de promotion des investissements entre les hommes d'affaires des deux pays, de part et d'autre. Prochaine étape pour la caravane Action Lumière, le Congo. Le Maroc proposera à Brazzaville son expertise aux sociétés de production, de transport et de distribution d'électricité. Alors que le virus Ebola aurait fait plus de 2800 victimes selon le dernier rapport de l'Organisation mondiale de la santé, le gouvernement guinéen implique les jeunes dans la sensibilisation, une façon de contrer l'hostilité de certains villageois à l'égard des travailleurs humanitaires. Plus de 2000 jeunes sont recrutés par le ministère de la Jeunesse pour faire du porte-à-porte à Conakry, la capitale, et à l'intérieur du pays. Un reportage de notre correspondant Mohamed Lamine Solano. 2100 jeunes pour mener l'opération Stop Ebola. Objectif du gouvernement guinéen, sensibiliser les populations sur l'existence du virus dans le pays,
Alors que plusieurs communautés jugent l'épidémie d'Ebola inventée par les politiques et occidentaux, des préjugés pris au sérieux par le gouvernement Fofana. Certains continuent de penser que Ebola n'est pas une réalité. C'est contre cela que nous devons lutter. Le taux de létalité, c'est 60%, ce qui veut dire que quelque part, on peut vaincre cette maladie, à condition que chacun de nous soit conscient du fait qu'il a une responsabilité individuelle, mais aussi une responsabilité collective par rapport à la nation et au reste du monde. La sensibilisation va couvrir les 33 villes de la Guinée. 19 sont aujourd'hui touchées par le virus Ebola. De nouveaux cas sont déclarés dernièrement dans 12 villes du pays selon les statistiques officielles. L'engagement des jeunes pourrait aider à inverser cette tendance. Il est important que cette couche qui constitue plus de 70% de la population se mobilise pour se battre contre cette maladie, pour accompagner cette lutte des médecins, cette lutte des autorités sanitaires, pour que les jeunes comprennent le danger, pour que les familles comprennent le danger de cette maladie. En lançant l'opération Stop Ebola, le gouvernement souhaite amener les communautés à adhérer aux stratégies de lutte contre l'épidémie. La sensibilisation devrait permettre de combattre la violence née de la résistance de certaines communautés et vaincre la psychose liée au virus. Un challenge pour les jeunes engagés dans cette lutte contre Ebola. À cause d'Ebola, les frontières de nos pays sont fermées. Il n'y a pas d'entreprise, rien, tout est fermé, tout est à stand-by actuellement. Donc c'est ce qui nous motive à lutter contre ce virus. Nous ne voulons pas que nos forces soient anéanties à cause des maudits virus. Depuis l'apparition des premiers signes de la maladie en début d'année en Guinée, 476 décès liés à Ebola sont enregistrés, alors que plus de 400 jeunes sont affectés par le virus. Un jeune médecin en stage à l'hôpital régional de Kindia, à 200 km de Conakry, vient d'être testé positif au virus. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.